Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ici. Alors, la salle est un peu impressionnante. Je disais à Madame la Présidente Delga, c'est un lieu d'inspiration. Aujourd'hui, carrément peut-être un lieu de méditation parce que les rideaux ont été baissés, mais ça n'est pas un lieu de confession. Voilà, je vous rassure. En tout cas, mais elles ne sont pas interdites. Elles ne sont pas interdites. Voilà, et je sais que vous avez un grand cœur. Vraiment, merci beaucoup. Vous savez, notre délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation est au cœur de la mission du Sénat. Et puis, l'écoute, la rencontre avec les associations d'élus est essentielle pour nourrir notre réflexion et puis pratiquer ce que nous appelons ici le bottom-up plutôt que le top-down. Voilà. Alors on s'anglicise un peu parfois, mais il nous semble, et depuis, enfin je veux dire, des travaux que nous menons aujourd'hui, à la fois à la délégation mais sur d'autres missions, on voit combien il est important de partir des réalités, de la diversité de nos territoires pour construire l'organisation et la définition de l'action publique plutôt que d'avoir de ces définitions un peu théoriques dans lesquelles on s'évertue à faire entrer la vie de nos concitoyens et des élus qui ne rentrent jamais dans des modèles un peu trop carrés. Alors, le plaisir que nous avons aujourd'hui, c'est de parler avec vous de l'actualité naturellement des régions. Alors, j'évoquerai quelques sujets que nous partageons ensemble. Le zéro artificialisation nette qui est aujourd'hui la préoccupation majeure de tous les élus et dans tous nos territoires. Vous savez qu'à la suite de la parution des décrets d'application de la loi résilience, beaucoup d'émotions est apparu à la fois chez les élus et ici au Sénat, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie difficulté à transformer un objectif de zéro artificialisation nette que personne ne conteste, au sens où la frugalité ou la sobriété foncière est déjà souvent pratiquée et qu'il convient de le faire, et qu'en même temps, ces décrets d'application contenaient des injonctions contradictoires, et il nous paraît un peu difficile de devoir concilier la réindustrialisation dans notre pays, l'aménagement d'infrastructures, l'accueil de populations, et que nous sentions, et ça a été fortement exprimé, les collègues le diront, une nouvelle fracture territoriale un peu épidermique qui apparaissait, les régions rurales considérant que le ZAN, tel que le décret d'application le décrivait, pouvait être en quelque sorte une extinction des lumières dans la ruralité. Donc le Sénat a organisé une mission spéciale conduite par Valérie Létard et Jean-Baptiste Blanc pour entendre, écouter, réfléchir, et cette mission a abouti à une proposition de loi qui va être discutée très prochainement au Sénat à la mi-mars, et nous savons que dans ce zéro artificialisation net, le rôle des régions est un rôle éminent, parfois plus ou moins, comment dire, enfin, qui suscite, semble-t-il, dans certaines régions peu d'appétence, en disant qu'il ne s'agit pas pour nous, les régions, d'être amenées à être l'autorité qui va apparaître comme celle qui rationne, qui arbitre. Voilà. Donc c'est un vrai sujet pour nous, et on sait que pour vous, c'en est certainement un, puisqu'il y a cette notion d'équilibre territorial dans chacune des régions. Le deuxième sujet est celui des mobilités. Aujourd'hui, il y a un enjeu majeur en termes de mobilité, on le sait. Moi, je suis très sensible aux déclarations de Régions de France enfin, les régions sont des acteurs majeurs de la mobilité, et que cela a bien été défini dans la loi mobilité qui était portée à l'époque par Madame Borne, mais qui, comme bien souvent dans notre pays, parce que c'est ainsi que les choses se font, on parle philosophie, alors on trouve les idées assez géniales, et dans un deuxième temps on parle argent, et là ça devient un petit peu plus compliqué, et on voit bien qu'il y a une véritable question pour les régions sur le financement de votre compétence mobilité, a fortiori avec le New Deal ferroviaire qui est annoncé, qui est en soi une bonne chose. Voilà. Donc je pense que vous nous en parlerez certainement. Et puis troisième point, et j'en terminerai
là, pour les questions un peu techniques, c'est la situation financière des régions, c'est-à-dire comment est-ce que on voit aujourd'hui l'évolution de cette situation financière, sachant que vous êtes aussi particulièrement impacté par la hausse du coût de l'énergie, car je crois que c'est 1,15 milliard de surcoûts, de coûts supplémentaires, dont 30% dans les lycées et les transports. Et puis une question, alors non pas philosophique, mais ici une question qui va nous permettre de nous élever, n'est-ce pas, à laquelle vous avez beaucoup participé dans la réflexion qu'avait conduit le président Larcher en 2020, réflexion qui avait amené aux 50 propositions en faveur des libertés locales, puisque au sein de Territoires Unis, vous aviez été très actif dans le travail que nous avions conduit. Et aujourd'hui, le président du Sénat a à nouveau relancé la réflexion avec un groupe transpartisan, et nous pensons que il faut vraiment que nous tirions la leçon de la crise de la Covid, qui a vraiment permis de découvrir à ceux qui l'ignoraient l'importance et la capacité des collectivités à gérer un certain nombre de compétences avec beaucoup d'agilité, de réactivité, et dans un mode que j'appelle les circuits courts, qui sont très tendance en ce moment au Salon de l'agriculture de manière générale, mais qui dans notre pays et dans notre culture, on va dire, de l'action publique, sont encore un peu des choses oubliées qu'on cultive. Alors peut-être que c'est malgré nous, je ne sais pas, et quand je dis on, c'est un on assez général, c'est de recentralisation. Donc peut-être parlerons-nous de ça, les perspectives de décentralisation, et si l'on peut, parler aussi un peu de votre vision du conseiller territorial qui semble ressusciter. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à vous. Donc nous disposons d'environ 1 heure ou un peu plus, et je suis sûre que mes collègues que je salue auront également beaucoup de questions. Merci. Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous remercier pour cette audition sur les sujets que vous avez abordés, Madame la Présidente, mais de façon, on va dire, plus générique sur la situation de la France et quelles sont les solutions que nous pouvons apporter à travers une réforme institutionnelle annoncée par Monsieur le Président de la République, à travers le travail mené par le Sénat, comme vous l'avez rappelé, que ce soit sur les 50 propositions qui avaient été menées en lien avec Territoires Unis, ou également sur toutes les initiatives qui sont menées en termes de propositions de loi pour le zéro artificialisation nette, ou également le rapport du Sénat sur l'addiction aux normes. Nous voulions en fait l'ensemble des présidentes et des présidents de région de France vous faire partager notre vision, la réalité de ce que nous vivons, et également les ambitions que nous avons pour le pays. Nous sommes dans un temps de crise, et donc nous pensons que dans ce temps de crise, il est nécessaire d'avoir de la clarté et de l'audace. Alors, il faut, quand on est en responsabilité politique, avoir toujours de l'optimisme et revenir au sens étymologique du terme crise. Et nous savons que la crise, donc au niveau de la civilisation grecque, était un moment de transition et qui permettait d'avoir une transformation du modèle. Et nous avons une crise, comme c'est une journée où débute le débat sur les retraites, une crise sociale sur cette réforme des retraites, une crise climatique, une mobilisation à l'échelle de la planète contre la lutte contre le réchauffement climatique, bien entendu crise de l'énergie, avec les conséquences sur une inflation qui est forte pour nos concitoyens, pour nos entreprises également, et un risque de perte majeure de compétitivité pour nos entreprises, en particulier sur les questions de production, et puis aussi une crise de confiance dans l'action publique,
qui se traduit par, bien sûr, l'abstention, mais également par les votes populistes que nous combattons, bien entendu, tous attachés à la République pour notre pays. Cette crise, bien sûr, de la confiance dans l'action publique, c'est parce que nos concitoyens ont le sentiment de ne pas être entendus, ont le sentiment que la politique ne peut pas changer le cours du destin au titre collectif, au titre aussi individuel. Et je lisais ces derniers jours les propos d'un docteur en sciences politiques, Madame Cagé, qui était très intéressant, ces propos, et qui en fait mettait en avant le sentiment de classe enfermée, plutôt que la dichotomie que nous connaissons de classe moyenne, et ainsi de suite, ce sentiment d'être dans une classe enfermée, dans une classe empêchée. Et je trouve que cela fait particulièrement écho à vos propos introductifs, Madame la Présidente, parce que nous avons besoin de donner de la liberté à nos concitoyens et de la liberté aux collectivités locales. Et la question de l'enfermement, elle est bien sûr liée, ce n'est pas notre sujet de cœur aujourd'hui, mais elle est liée bien sûr à la problématique de l'éducation nationale. Mais nous y reviendrons dans les propositions que les présidentes et les présidents de région de France nous faisons sur la question de l'orientation scolaire et également sur la question de la formation. La question du sentiment d'enfermement, elle est liée aux mobilités. Mobilité physique, après les mobilités de l'esprit, et puis la question bien sûr du rapport au travail et la question aussi de l'aménagement du territoire et de ne pas être dans des territoires figés, mais dans des territoires qui puissent évoluer. Donc nous souhaitons vraiment avoir de la clarté et donc nous avons demandé un rendez-vous à Monsieur le Président de la République au niveau de Territoire Uni, ce sera le 13 mars. L'ensemble des associations des élus vont être reçues le 13 mars et nous demanderons à Monsieur le Président de la République qu'il nous explique les objectifs qui fixe à cette réforme institutionnelle et d'avoir, à partir des objectifs partagés, une méthode. Avoir de la clarté, mais aussi avoir de l'audace. L'audace d'aller dans une vraie décentralisation dans ce pays, avec la question des libertés locales. Le Sénat y travaille voilà, de façon forte et depuis longtemps, parce qu'à travers la démocratie de proximité, à travers un pouvoir de décision plus proche de nos concitoyens, on renoue le lien de confiance et surtout on apporte des vraies solutions aux problèmes de nos concitoyens. Il faut avoir le courage ou l'audace de renoncer à l'inflation des normes, comme vous l'avez appelé à vos voeux, parce que outre la complexité, ça a un coût budgétaire que vous avez évalué à 2 milliards d'euros sur le coût de normes supplémentaires sur les 5 dernières années. Et puis également avoir de l'audace sur la question de la différenciation territoriale. Et j'ai pu m'entretenir le mois dernier avec Monsieur le Président Larcher, et que nous puissions aller dans une différenciation dans la différenciation. Et je pense tout particulièrement au territoire d'outre-mer ou à la Corse, puisque l'ensemble des présidentes et présidents de région sont favorables à une autonomie renforcée pour la Corse, mais également à ce qu'il puisse y avoir une différenciation dans la différenciation pour nos territoires d'outre-mer, parce que les sujets de la Réunion sont différents de ceux, par exemple, des Antilles. Et nous devons avoir cette capacité à agir parce que nous avons la maturité politique et nous avons aussi un état de droit qui garantit bien sûr que les principes de notre République soient appliqués sur l'ensemble de nos territoires. Alors les régions, nous sommes des acteurs qui avons, à travers leur nouveau périmètre et à travers les nouvelles compétences, un acteur qui est encore plus présent dans le quotidien des Français. Nous l'avons démontré au moment de la crise sanitaire, où nous sommes unis
pour pouvoir acheter massivement des masques, organiser des centres de vaccination avec les communes. Et surtout, nous avons augmenté fortement notre investissement entre 2019 et donc 2021. Nous avons augmenté notre investissement de plus de 20% parce que nous avons été accompagnants et également stimulant pour les plans de relance qui avaient été lancés sous l'égide de l'ancien Premier ministre Jean Castex. Donc des régions qui sont engagées, qui n'ont pas retrouvé leur niveau de l'autofinancement avant crise, parce qu'il a été nécessaire d'augmenter fortement les aides aux entreprises, à toutes les entreprises, que ce soit des commerçants, des artisans, mais également aider pour l'innovation et la recherche pour les grandes entreprises, parce que nous partageons l'absolue nécessité que nous puissions avoir une souveraineté dans notre pays, souveraineté bien sûr industrielle qui passe par des investissements forts au niveau de l'innovation, mais également un accompagnement sur l'ensemble des territoires, souveraineté alimentaire. Nous sommes dans la semaine bien sûr, du salon de l'agriculture, souveraineté sanitaire et souveraineté aussi énergétique. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des réflexions sur le redécoupage des régions, alors de 4 grandes régions, Grand Est, donc Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et donc l'Occitanie. Donc, j'ai répondu en tant que présidente de région de France, nous n'avons pas souhaité, les autres présidents, rentrer dans une polémique à partir de rumeurs ou de propos d'un président d'un parti politique, parce que nous pensons que avant de parler de redécoupage, faisons le bilan et l'INSEE en a fait une première évaluation et a démontré que dans ces grandes régions, la dynamique économique était beaucoup plus renforcée, et c'est pour cela qu'en plus, à titre personnel, j'ai toujours défendu les grandes régions quand j'étais même vice-présidente de la région Midi-Pyrénées, parce qu'avec les grandes régions, c'est la bonne taille pour pouvoir créer de vraies filières économiques. Et si on prend la question de l'hydrogène sur les énergies renouvelables, cela a été possible de pouvoir mettre la supply chain dans l'ensemble de l'hydrogène, parce que nous avons les tailles qui nous permettent de commencer sur la production, sur la distribution et ensuite sur les usages. Donc des régions qui ont une situation financière qui est solide, parce que nous n'avons pas un niveau d'endettement trop élevé, nous l'avons maîtrisé, tout en ayant bien sûr un investissement qui a été accru comme je vous l'indiquais, mais des finances qui sont soumises là à la question énergétique vraiment de façon forte, puisque nous avons, comme les communes, comme les départements, la question des dépenses énergétiques dans nos bâtiments, mais en plus, nous avons la question des dépenses énergétiques sur les questions des transports, alors, transports scolaires, donc avec aussi le prix des carburants, mais également dans notre partenariat avec la SNCF. Donc là, nous négocions sur ces conventions qui sont assez techniques, pour que la SNCF ne nous facture pas au-delà du coût réel de ce qu'ils ont pu subir. Et de plus, cette problématique budgétaire très significative sur l'augmentation des factures énergétiques de la SNCF est aggravée par un coût des péages qui pourrait être augmenté de l'ordre de 8%. Alors donc, pas rentrer dans le détail du financement des réseaux ferroviaires en France, mais c'est quand même un non-sens, parce que plus vous faites rouler de trains et plus votre coût des péages augmente. Donc si nous n'étions pas
des présidents responsables, la solution budgétaire serait qu'il y ait le moins de trains possible et nos finances s'en porteraient le mieux possible. Mais seulement nous, territoires, nous les aimons et surtout nous les vivons et nous savons à quel point il est indispensable d'avoir le rail, d'avoir des trains d'aménagement du territoire et puis des trains aussi grande vitesse pour finir le maillage des LGV. Donc ce que nous souhaitons, nous les régions, c'est d'avoir une vision des objectifs qui soit claire et des réponses qui soient apportées à ce que nous considérons comme des difficultés pour notre pays. Donc le premier sujet, la question de l'école au sens générique du terme, ce n'est pas juste école primaire, nous pensons que nous devons redonner la pleine ambition à l'école, à la méritocratie républicaine. Et nous, les régions, nous souhaitons qu'au niveau de l'orientation scolaire, il y ait une vraie délégation aux régions, puisqu'il y a une loi qui existe, mais dans les faits, il y a des freins qui sont très très significatifs. Et nous souhaitons que cette question de l'orientation scolaire, tout particulièrement au collège, parce que c'est là que l'orientation scolaire se joue, avant même le lycée, il puisse y avoir de la part des régions qui sont le go-between entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise, vraiment une implication plus forte des salariés, des chefs d'entreprise pour venir témoigner soit dans les écoles, soit dans des salons que nous organisons à proximité. C'est une question de lutte contre le déterminisme social. C'est aussi une question de compétitivité de nos entreprises pour qu'il puisse y avoir des salariés qui soient formés, qui soient épanouis dans leur métier. Et aujourd'hui, quand nous rencontrons des chefs d'entreprise, le premier sujet est certes l'énergie, mais celui qui vient quasiment au même niveau, c'est la question des difficultés de recrutement. Et donc là, nous devons prendre le problème à la base et nous avons une orientation scolaire qui est déficiente et nous avons trop de jeunes qui ne connaissent pas la diversité et la réalité des métiers et qui parfois vont dans des voies qui ne leur conviennent pas. Et quand vous êtes en échec scolaire pendant plusieurs années, cela après a des lourdes incidences en tant que citoyen et également en tant que salarié. Nous demandons également une réflexion sur la question de la formation. Aujourd'hui, les régions, nous avons les missions de formation initiale, que ce soit à travers les lycées, que ce soit à travers l'enseignement supérieur, la formation des demandeurs d'emploi et la formation des salariés étant organisée par les OPCO. Cette division de la formation ne nous paraît plus pertinente parce que à la suite de cette crise sanitaire, du confinement, il y a deux tendances structurelles de fond. Tout d'abord, que nos salariés souhaitent avoir plusieurs métiers dans une vie. Et donc, le fait de rester dans une même entreprise et d'évoluer, cela ne correspond plus, avec des métiers très différents. Donc c'est pour cela que la question de la césure entre la formation continue et la formation initiale n'est plus pertinente parce que souvent des salariés dans des grandes entreprises qui ont des moyens de financer des formations veulent avoir des formations tout à fait différentes des métiers de l'entreprise pour aller vers d'autres horizons et on a le cas souvent de l'ingénieur qui veut devenir agriculteur ou commerçant. Ou dans des plus petites entreprises, à ce moment-là, des salariés qui vont négocier une rupture conventionnelle pour pouvoir après passer par la case demandeur d'emploi pour pouvoir financer une formation. Donc on doit prendre en compte cette relation au travail, parce que nous pensons, je le précise dans ces temps troublés, que pour nous, le travail est source d'émancipation. Nous partageons qu'il est nécessaire de prendre en compte ce rapport au travail qui est différent et d'avoir la volonté d'avoir plusieurs métiers dans une vie. Et nous demandons en effet que la formation des salariés, les régions puissent également intervenir. Deuxième tendance structurelle, c'est la nécessité de retrouver de la souveraineté. Et pour retrouver de la souveraineté industrielle, souveraineté énergétique, nous devons de nouveau avoir de nouveaux métiers que nous avions il y a 250 ans dans ce pays, mais
que nous n'avons plus parce qu'il n'y a plus il y a eu la désindustrialisation, nous avons perdu des savoir-faire. Donc nous avons besoin de réactualiser ou carrément de réintroduire de nouveaux métiers dans notre pays. Et nous avons aussi, par rapport à la souveraineté énergétique, tous les métiers divers qui sont liés à la transition écologique et énergétique que nous devons mettre en œuvre. Donc le premier sujet de nos concitoyens, c'est la question de ce sentiment d'enfermement, que l'école ne joue plus son rôle. Je n'aime pas trop le terme ascenseur social, je préfère escalier de la réussite, parce que dans la vie, on n'appuie jamais sur un bouton pour que quelque chose se passe, il faut toujours faire un effort. Et dans un escalier, il y a une rampe qui aide quand il y a les coups durs. Et le deuxième sujet, c'est bien sûr la question de la santé. C'est la difficulté d'accès aux soins. Et là, nous souhaitons que les régions aient plus de missions sur la détermination des places dans les formations sanitaires et sociales et que nous ne dépendions pas du gouvernement pour définir le nombre des places alors qu'il y a des besoins majeurs sur l'ensemble de ces métiers et que nous puissions avoir dans le cadre de l'expérimentation la possibilité pour les présidentes et les présidents qui le souhaitent d'investir dans les hôpitaux locaux. Le troisième sujet, c'est la question des mobilités. Voilà, vous en avez parlé, Madame la Présidente. Nous pensons qu'il est absolument nécessaire de développer le rail pour trois raisons. Tout d'abord, pour les questions de transition écologique et énergétique. Le rail est la bonne solution, elle n'est pas l'unique, mais est la bonne solution au niveau environnemental, sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de la souveraineté industrielle. Il est absolument nécessaire. Et donc, nous avons appelé, dans une tribune, alors Franck, c'était 22 octobre. 22 octobre. Voilà, parce que toi tu as la mémoire des dates mieux que moi, donc du 22 octobre, donc un New Deal ferroviaire. Nous avions demandé donc 100 milliards sur les 10 prochaines années. Alors, ça ne correspond pas tout à fait à la nouvelle donne annoncée par la Première ministre, même si nous avons salué l'intention favorable, puisque là c'est 100 milliards sur les 17 prochaines. Mais donc nous allons travailler pour faire monter ce sujet. Donc un investissement massif, parce que s'il n'y a pas d'investissement, la moitié des lignes ferroviaires dans ce pays d'ici 5 ans fermeront. C'est une réalité. Nous avons un réseau qui est en très mauvais état. Nous avons la nécessité de régénérer, sur le terme technique, le réseau ferré. Nous avons besoin de le moderniser, et tout particulièrement avec les équipements de RTMS de niveau 2. C'est la signalisation. J'étais la semaine dernière au Sénégal et voilà, j'ai pu visiter le nouveau RER de Dakar, et donc là, équipé un RTMS de niveau 2. Et donc là, à ce moment-là, quand on parle de RER, comme l'a fait Monsieur le Président de la République, c'est la condition essentielle pour avoir un cadencement au quart d'heure. Parce que si nous n'avons pas ce système de signalisation, il n'y aura pas le cadencement au quart d'heure sur un réseau ferré qui a une lourdeur technique qui est quand même assez différente du RER qu'on peut connaître ici en région parisienne. Nous avons donc besoin de régénération, de modernisation, également de financement des grands projets, les grands projets, que ce soit Lyon-Turin, que ce soit le canal Seine-Nord ou les LGV, donc Marseille-Nice, donc Toulouse-Bordeaux-Dax et Montpellier-Perpignan. Et c'est pourquoi nous avons estimé que là, si on était sur les 17 prochaines années, c'est à la hauteur de 170 milliards qu'il serait nécessaire de monter. Et nous avons, outre développer cet effort budgétaire, avec plusieurs sources. Bien sûr, un engagement du gouvernement français plus fort. Je rappelle que la moyenne par habitant en France est de 44 € par habitant. Nous sommes à 124 € par habitant en Allemagne. Donc nous avons quand même un déficit d'investissement significatif depuis longtemps. Il faut être là aussi très objectif. Donc un effort budgétaire de la part de l'État. Nous appelons aussi que ce plan d'investissement, ce New Deal ferroviaire, soit apporté à l'échelle européenne avec des crédits européens, qu'il y ait également de nouveaux systèmes de financement inspirés de la Société du Grand Paris ou des sociétés de financement LGV que nous avons pu créer, et également la fin des concessions autoroutières,
puisqu'à partir de 2028, avec un pic en 2031, nous aurons la fin des concessions autoroutières. Donc, un effort budgétaire significatif, mais qui doit être également corrélé avec la structuration d'une filière industrielle à l'échelle de l'Europe. C'est ce que nous avons appelé l'Airbus ferroviaire, et c'est un projet que j'ai indiqué au président de la République, que j'ai suggéré qu'il soit porté par le couple franco-allemand, comme Airbus l'avait été fait dans les années 60-70, parce que nous avons encore un temps d'avance à l'échelle internationale sur les savoir-faire ferroviaires. Nous devons avoir un géant industriel européen, puisque aujourd'hui, en Chine, nous avons ce géant industriel qui est constitué, qui s'appelle CRRC, qui est en train de gagner de nombreux marchés dans le monde, et en particulier aux États-Unis. Et nous avons un marché mondial du ferroviaire où l'industrie française et européenne pourrait prendre toute sa part, mais nous devons avoir une taille optimale. Je ne reviendrai pas sur la fusion avortée de Siemens-Alstom. Bon, mon ami Alain Chatillon donc avait travaillé sur ce sujet, mais nous devons remettre ce sujet au cœur de notre réflexion, à travers bien sûr Siemens-Alstom, mais également le groupe CAF, qui est un groupe espagnol, pour avoir une taille pertinente et pour pouvoir gagner ces marchés, parce que la position de la Commission européenne est incompréhensible, elle limite la vision du marché ferroviaire à l'Europe, alors que le potentiel de développement sur le marché ferroviaire, il est mondial, et tout particulièrement, je vous indiquais, je rentre d'Afrique, là on voit les besoins qui sont immenses, et y compris en Amérique du Sud, et y compris aux États-Unis, puisqu'il y a certains États qui sont très volontaristes sur ces sujets-là. Et cela permettra, en ayant un Airbus ferroviaire, d'avoir aussi une possibilité de reconversion pour nos salariés de l'industrie automobile qui vont être frappés de plein fouet par la fin de la motorisation diesel. Alors quand je dis nos salariés français, mais salariés allemands, encore plus impactés que nous sur ces sujets. Et nous avons donc cette ambition, parce que quand on veut parler d'un RER métropolitain, il faut être conscient que dans de nombreuses métropoles, cela n'est possible que s'il y a la création d'une deuxième voie. Et donc souvent c'est corrélé avec la question des LGV. Donc là, nous devons y travailler, et nous rappeler, Madame la Présidente, nous avions porté le projet d'agence des mobilités, parce que, à part Paris et Lyon, qui ont une organisation spécifique pour les transports, les autres métropoles françaises ont différents acteurs, on va dire une multiplicité d'acteurs qui interviennent sur la question des mobilités, bien sûr la métropole, bien sûr la région, souvent l'État avec les routes nationales en propre ou concédées avec les autoroutes. Et donc là, nous avons parfois les départements avec les voies cyclables. Et là, nous avons donc une multiplicité d'acteurs où pour organiser l'intermodalité, ça devient quand même compliqué. Et c'est pourquoi il est nécessaire d'avoir une structure qui puisse piloter cette complémentarité-là. Alors, différente d'Île-de-France Mobilité, parce qu'il n'est pas question d'aller discuter de l'implantation de l'arrêt de bus, mais c'est la question de la programmation, de la complémentarité des infrastructures routières, ferroviaires, et dans nos métropoles, nous devons nous inspirer de ce qui se fait à Madrid ou aussi aux États-Unis, avec des voies réservées sur les axes entrants dans les métropoles, que ce soit des routes nationales ou des routes concédées, avec les voies réservées pour le covoiturage et pour les cars dont nous avons la compétence, les régions qui font des moyennes et des longues distances. C'est absolument indispensable pour favoriser le transport collectif routier. Nous avons donc ces missions, il nous semble, à améliorer sur la question de l'éducation, de la santé, de la mobilité. On se rappelle toutes et tous que ce sont les questions des mobilités qui ont poussé au mouvement des Gilets jaunes. Et puis, vous l'avez indiqué, sur la capacité des territoires à évoluer, à se transformer. Et le zéro artificialisation net ne doit pas geler des situations, doit au contraire permettre de stopper l'hypermétropolisation et de permettre un développement à des territoires qui, sur les 20 dernières années, ne l'ont pas connu, mais ces territoires connaissent en revanche
un gain, un regain d'attractivité de par les tendances sociétales qui ont évolué, parce qu'à travers le confinement, chacun et chacune a repris goût à avoir une vie en territoire rural, dans des petites villes ou dans des villages d'équilibre. Et cela, il faut arriver à tenir cet objectif d'artificialiser moins de terres pour avoir une souveraineté alimentaire, c'est absolument indispensable, mais qu'il y ait un effort qui soit fait de façon plus grande dans des territoires qui ont beaucoup consommé et au contraire de pouvoir permettre un développement dans des territoires qui, eux, n'ont pas vu ou même parfois ont perdu des habitants ces dernières années. C'est ce travail que nous devons mener. C'est pourquoi la Région de France, l'Association des maires de France, nous avons signé ensemble donc, un courrier au gouvernement et nous avons demandé donc, qu'il y ait un caractère moins impératif que ce que le décret avait prévu, et puis également que les grands projets de souveraineté ne soient pas impactés régionalement, projets liés aux infrastructures de transport, projets liés aux infrastructures économiques, parce que si nous voulons avoir le retour d'une souveraineté, nous devons permettre à nos entreprises de pouvoir aussi mener des projets. Donc nous sommes dans cet esprit-là que nous avons souhaité. Je pense que j'ai à peu près indiqué des pistes de réponse à l'ensemble de vos remarques. Mais voilà, maintenant, nous nous tenons, François Bonneau, Franck Leroy et moi-même, à votre disposition pour répondre à l'ensemble des questions. Merci Madame la Présidente. J'invite les collègues qui souhaitent interpeller Madame la Présidente et les présidents à manifester leur intérêt. Merci beaucoup Madame la Présidente, d'abord pour cette vision qui est la vôtre, parce qu'au-delà des sujets techniques qui relèvent des compétences des collectivités, la question qui est sous-tendue derrière et qui est essentielle, c'est quelle vision pour notre pays, quelle stratégie on met en œuvre et pour l'ensemble de nos concitoyens. Et vous avez tenu un propos très juste, c'est-à-dire la crise parfois est vécue comme un élément que nous subissons et difficile, alors qu'aujourd'hui je pense que nous sommes un peu comme sur la transformation d'un papillon. Nous sommes en pleine période de mutation et de transformation, et que je crois qu'il y a aussi un regard positif à avoir sur les choses, en disant c'est un nouvel avenir qu'il faut construire, qui sera très différent de ce que nous connaissons, mais qu'en même temps qui emprunte, vous l'avez dit, notamment en termes de réindustrialisation, qui emprunte parfois à une histoire récente. Donc merci vraiment pour poser le vrai sujet. Vous l'avez dit, aujourd'hui je pense qu'il faut de la clarté, de l'audace et cette vision. Comment on se réorganise, quelles compétences, mais pourquoi faire et pour qui. Et moi j'aime beaucoup ce que vous décrivez comme une société qui est un peu empêchée, qui est bloquée. C'est ce qui m'arrive d'appeler de l'assignation à résidence. C'est-à-dire que là où vous habitez, là parfois vous êtes condamné à vivre et qu'il est compliqué pour un étudiant de la Creuse d'aller dans une école de commerce ou université en Normandie parce que ça n'est pas son univers et il est vraiment empêché. Donc les régions jouent un rôle, je le dis avec beaucoup de conviction, absolument stratégique dans la capacité à sortir chacun de son espace. Vous avez parlé des mobilités. La mobilité est un enjeu majeur, à la fois pour les entreprises, et je ne peux pas m'empêcher, Madame la Présidente, en vous entendant, de repenser aux déclarations de la direction de l'entreprise Legrand à Limoges, qui explique qu'aujourd'hui, il est absolument impossible pour elle, ou il peut être impossible, de maintenir des centres de décision. Et on connaît l'importance pour un territoire d'avoir des centres de décision si nous n'avons pas, enfin, ce qu'on appelle pudiquement une modernisation
une modernisation du ferroviaire. Je pense qu'en matière de mobilité, votre proposition d'agence des mobilités, elle est indispensable. Parce qu'aujourd'hui, là encore, on voit des opérateurs qui peuvent être des intercommunalités qui agissent sur leur périmètre administratif, alors que la mobilité répond à des exigences de bassin de vie. La mise en place des ZFE va aussi aggraver les choses, et qu'il faut effectivement qu'il y ait une coordination entre les régions, les départements, les intercos. C'est, je crois, un enjeu majeur pour débloquer, notre pays. Dernier point que je voudrais évoquer, et Monsieur le Président Bonneau avait invité quelques-uns d'entre nous il y a très peu de temps pour parler des interrogations qui se posent sur les questions de l'emploi et de la formation. Et vous savez comment au Sénat, nous, on a soutenu au moins une fonction de coordination des régions sur l'emploi et la formation, parce qu'il y a un lien entre la stratégie et la compétence économique qui est la vôtre et qui est exercée de manière très forte, et puis l'emploi pour coordonner tout ça. Il faut vraiment qu'on soit en clarté et en cohérence d'action. Donc nous sommes très attentifs à cela au Sénat, et vous savez que le Sénat a soutenu ces propositions, comme nous sommes aussi très sensibles à la formation tout au long de la vie. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien la mobilité professionnelle, l'envie d'avoir plusieurs métiers dans sa vie, et cela ne peut se faire que si effectivement il y a une cohérence entre les emplois, les envies, ça peut être des emplois salariés, mais aussi des emplois de création d'entreprises et un dispositif de formation. Et puis dernier point rapide sur le découpage. Voilà, c'est-à-dire on a découpé les intercos, il y a cet atelier que moi j'appelle découpage, vous voyez, ciseaux, colle. Bon, pourquoi pas, en tout cas, voilà, aujourd'hui, moi je pense qu'il est extrêmement imprudent d'entreprendre quelques réformes, que ce soit sans évaluation. Et nous l'avons dit dans le rapport sur la simplification que nous avons fait avec Rémy Pointreau, le déficit d'évaluation conduit parfois à des aventures un peu hasardeuses, et que l'expérimentation et l'évaluation devraient vraiment guider notre action. Je ne serai pas plus longue, je regarde mes collègues qui débordent de questions. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, dans l'ordre d'inscription, Bernard Delcros et Charles Guéné, et ensuite Olivier Paccaud, Patricia Schillinger et Dominique Estrosi-Sassone. Mes chers collègues. Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, de ce moment d'échange, et Madame la Présidente pour votre propos que je partage complètement. J'aurais envie de rebondir sur beaucoup de sujets, mais évidemment je vais me limiter et revenir sur les mobilités. Juste avant, vous dire que je partage complètement l'orientation que vous proposez sur la question du droit à construire, qui est à un moment de mettre fin ou de limiter ou de stopper, vous avez dit, l'hyper-métropolisation pour garder des marges de droit à construire dans les territoires ruraux. C'est des questions, des enjeux importants à la fois en matière d'écologie, d'environnement, mais aussi de cohésion sociale et d'apaisement social, j'ai envie de dire. Sur les mobilités, je reviens sur la question du ferroviaire. Vous aviez sollicité un plan de 100 milliards avec une durée qui est ce qu'elle est. Ça se regarde. Tel que ça a été repris dans les médias, même si ce n'était pas tout à fait l'annonce de la Première ministre, on a beaucoup parlé des RER métropolitains, on a beaucoup parlé de l'urbain, et peu des petites lignes. Nous partageons des lignes que nous connaissons bien, pour lesquelles nous battons. Le Massif central est vraiment doté d'un réseau ferroviaire important, qui depuis des années et des années, vous l'avez rappelé, ça ne date pas d'aujourd'hui, a été pénalisé par non seulement pas d'investissement, pas de modernisation, mais aussi pas d'entretien. Nous avons une ligne que nous partageons, la ligne de l'Aubrac, qui a fermé 11 mois en 2021, faute d'entretien. C'est quand même incroyable. Et donc, ma question est simple. Je sais que vous êtes attaché personnellement à ces petites lignes. En fait, pour vraiment remettre en service ces lignes et offrir un service tel qu'il doit être aujourd'hui, combien faudrait-il investir sur le réseau des ça les petites lignes, sur le réseau des petites lignes, et dans quel délai, et comment
ces lignes qui sont parfois fréquentées, parfois peu, faute évidemment de services adaptés aux besoins d'aujourd'hui. Combien faudrait-il investir sur ces petites lignes, plutôt dans le secteur rural, ces territoires qui n'ont pas la chance de disposer de grandes infrastructures ferroviaires? Combien faudrait-il vraiment investir pour remettre ces lignes en état de répondre aux besoins des usagers, mais aussi des entreprises de ces territoires? Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, vous nous avez parlé à la fois des libertés locales et un peu de la crise et de la nécessité du changement de modèle. S'il est bien un domaine où on est obligé de constater le changement de modèle, c'est notamment celui de la fiscalité et des finances locales. Et simplement autrefois, la liberté dans ce domaine s'appelait autonomie fiscale. Force est de constater que maintenant, on partage beaucoup les impôts nationaux et disons que vous êtes probablement les chefs de file dans ce domaine, puisque nous, encore le bloc communal est encore plus à l'aise. Mais on sent quand même que c'est une tendance lourde. Et alors, comme vous allez rencontrer le président le 13 mars, si j'ai bien entendu, je pense que vous avez peut-être évoqué cet aspect, on ne sait jamais, mais bien que vous n'ayez pas l'air de mal vivre cette mutation, il me semble qu'elle pose deux sujets, au moins celui de la gouvernance, un peu, parce que vis-à-vis de l'État, comment partage-t-on cette ressource? Et je crois que je ne sais pas si notre pays est vraiment équipé pour faire ça. Il y a des pays riverains comme je regarde Franck, mais par exemple l'Allemagne qui a l'habitude de partager beaucoup plus ces choses-là. Et le second aspect, c'est non seulement avec l'État, le partage doit être fait, mais entre les régions aussi, comment cela peut-il se passer? Et est-ce que vous avez dans ce domaine une stratégie? Où en est votre réflexion? Est-ce que vous allez poser, enfin disons peut-être au niveau institutionnel, quelques questions dans ce domaine au président de la République? Merci. Olivier, si vous êtes d'accord, Madame la Présidente, avec une série de 3 questions. Parfait. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'abord, excusez-moi de mon retard. Je ne sais pas qui est intervenu en premier. Moi, j'ai eu le plaisir que d'entendre votre accent chantant, et c'est toujours plaisant pour débuter la journée. J'ai 2 petites questions. La première, vous l'avez très brièvement évoqué, la présidente Gatel aussi, c'est la taille des régions suite à cette rumeur d'éventuel redécoupage. J'avoue que j'étais très surpris de cette rumeur, même si, il ne faut pas se voiler la face, les grandes régions posent problème. Je suis issu d'une région, entre guillemets, intermédiaire, c'est-à-dire une région, ce sont les Hauts-de-France. J'ai 2 de mes collègues picards, nous étions jadis des picards, donc Laurent de la Somme, Antoine de l'Aisne ou de l'Oise. J'ai été conseiller régional, et ça fonctionnait très bien, la région Picardie. La région Hauts-de-France, qui est plus grande, c'est un peu plus difficile, très objectivement. Alors, il faudra, si jamais on redécoupe, parce que le but, c'est une efficience de gouvernance. Les régions sont-elles elles-mêmes les mieux placées pour s'auto-évaluer? Évidemment non. Alors, on ne peut pas être jugé parti, et je vois mal un exécutif dire « Ah ben, on ne fonctionne pas bien pour telle ou telle chose ». Mais je vais vous prendre un exemple, moi, qui me semble symbolique de cette difficulté à fonctionner quand on est sur des territoires un petit peu trop grands. Ce sont les transports scolaires. Les transports scolaires. Bon, Nadine, tu voulais peut-être en parler? Non. Bon, les transports scolaires qui jadis étaient du département. Et alors évidemment, ce sont les mêmes services qui s'en occupent, ils ont été transférés, c'est évident. Sauf que jadis, le vice-président dans mon département qui était en charge des transports scolaires, il connaissait toutes les lignes, hein, mais vraiment au coup de près. Moi, j'étais vice-président en charge des collèges, j'allais dans tous mes collèges 2 fois par an et je connaissais tout par cœur. L'actuel vice-président en charge de cette question à la région des Hauts-de-France,
il ne sait pas où se situe Précy, Gouy-les-Groseilliers, etc. Ce n'est pas possible. Et la problématique, c'est que finalement, qui prend le pouvoir, ce sont les administratifs. Il y a une technocratisation dans ce cas très précis. Et la réponse apportée lorsqu'il y a un problème, alors apportée à un usager, à un parent d'élève, à des élus, elle n'est pas forcément la plus adaptée. L'élu régional en charge de la question va faire confiance à ses services, c'est logique, mais il n'aura peut-être pas la bonne réponse. Je veux dire, il y a un risque de technocratisation dans ces grandes régions. Moi, je le ressens vraiment. On a un excellent président de région dans les Hauts-de-France, mais je ne suis pas convaincu que cette course au gigantisme ait été efficace. J'ai une deuxième toute petite question. Je ne suis pas sûr que ça ait été abordé, mais le conseiller territorial, quid, qu'en pensez-vous? Voilà des questions diverses et variées, fort pertinentes en tout cas. Je vais vous répondre sur la question des grandes régions. Franck pourra également compléter sur les questions fiscales également. Et puis Franck voilà, développera sur la question du financement des lignes d'aménagement du territoire. Et toi, François, tu pourras après compléter ces différents sujets. Alors, sur... Bon, la question du conseiller territorial. Les présidents de région sont majoritairement contre le conseiller territorial parce que les nouvelles régions, avec donc des grandes régions, cela rend complètement inopérant la volonté qui avait pu prévaloir sur le conseiller territorial. Parce que sur l'Occitanie, ça voudrait dire qu'il y aurait 458, il y a une assemblée à 458 personnes. Oui, mais à ce moment-là, attention, vous ne pouvez pas non, il faut redécouper les cantons. Enfin, vous pouvez, là, il y a la question, si on fait, si on veut à ce moment, voilà, ça veut dire si on veut avoir de la proximité, enfin, je veux dire, il faut savoir je reviens au début de mon propos introductif, c'est la clarté, il faut savoir quel est l'objectif. Si l'objectif c'est la proximité ou si réduire le nombre d'élus, c'est pas pareil. Parce que donc sur la question des cantons, j'ai participé au gouvernement Valls et donc j'ai défendu cette réforme. Et le canton le plus grand de France en termes de superficie est en Comminges, sur mes terres natales, il y a 110 communes. Donc je mesure ce que c'est qu'un canton à 110 communes. Voilà, l'ancienne députée que je suis d'une circonscription de 290 communes, bon, voilà, c'est ce que c'est. Donc bon, aujourd'hui majoritairement les présidents de région, voilà, ils sont opposés. Voilà, pour être transparent, sont dans un état d'esprit plutôt ouvert et prêt à y travailler, donc Xavier Bertrand et Christelle Morancé, et puis après pour tout le reste nous y sommes opposés parce que nous jugeons que cela n'est pas pertinent. Alors bon, pour les présidents de gauche c'est une constance, voilà. Mais pour les autres, de par les nouvelles configurations. Alors sur la question du fonctionnement des grandes régions, alors, je partage votre analyse que ce n'est pas au président de région de faire juste le diagnostic. Mais ce que j'ai indiqué, c'est que l'INSEE a fait une évaluation des grandes régions sur l'aspect du développement économique et là a démontré la plus-value des grandes régions pour la structuration des filières industrielles. Voilà. Donc très clairement, parce que là aussi il faut savoir quels sont les enjeux. Voilà. Quels sont les enjeux et on doit fixer les enjeux aux régions. Alors, soit les régions, on considère que nous devons être sur la question de la création d'emplois, de la création de valeur. Et là je mets au défi un quelconque expert de démontrer que les grandes régions ce n'est pas pertinent. Quand vous voulez créer une filière économique, vous devez la créer de bout en bout. Et sur 4 départements, je suis désolé, ce n'est pas pertinent. Voilà. Ce n'est pas pertinent. Une filière économique, il faut que vous puissiez, je m'excuse du terme, mais bon, comme on est de Toulouse, c'est la supply chain. La supply chain, il faut la prendre du début à la fin. Une filière économique, c'est ça. Voilà. Et sur la question des énergies renouvelables, des nouvelles ou de la réindustrialisation, vous devez être en capacité d'agir sur la formation, c'est-à-dire les universités, d'agir avec les centres de recherche et l'innovation. De nouveau, là, c'est les régions. Ensuite, vous devez avoir des grands porteurs
industrielle. Là, de nouveau, c'est les régions qui peuvent travailler. Vous devez après travailler sur la structuration de la sous-traitance. Vous devez également travailler sur toutes les infrastructures, en plus de celles de la formation, de l'enseignement supérieur, qui favorisent le développement économique. C'est la question des mobilités. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous avez une pertinence. Alors, donc après, il faut qu'on ait une évaluation, et nous sommes alors là, bien sûr, tout disposés à donner tous les chiffres de cette démonstration. Alors sur la question des transports scolaires, en Occitanie, le transport scolaire, il est gratuit. Voilà. Il est gratuit. Et j'ai vu mes dotations baisser comme tous les présidents de région. On rend à la première ministre Borne, c'est la première année où nous n'avons pas de baisse des dotations, mais depuis 5 ans, nous avons eu chaque année de baisse de dotations. Et la région Occitanie et la région Hauts-de-France ont été les 2 régions les plus impactées pour des sujets qui sont liés, mais monsieur le sénateur de la Haute-Marne s'en rappelle de la réforme de l'ATP, où nous avions été les 2 régions les plus impactées. Donc on a vu quand même, Xavier Bertrand et moi-même, nous avons vu nos dotations baisser de façon significative. Si j'ai réussi à faire la gratuité des transports scolaires sur 13 départements, c'est parce que les économies que j'ai faites sur la gestion qui était faite par les départements m'ont permis de faire la gratuité. Il y a 180 000 enfants tous les jours qui circulent dans du transport scolaire. Et cette question de la connaissance, vous l'avez dit à mon accent, dans le Comminges étant un des territoires les moins denses de France, je suis très attachée à ce qu'on connaisse la réalité de vie de nos concitoyens. Et je comprends tout à fait que vous pouvez penser qu'une région comme la mienne, par exemple à 13 départements, ne permet pas d'avoir une bonne connaissance. Ce n'est pas vrai. Quand il y a une volonté politique, on connaît bien. Sur les 13 départements, j'ai 18 maisons de la région. Voilà. C'est-à-dire que j'ai des fonctionnaires qui sont implantés, donc des élus régionaux qui ont les bureaux aussi, qui sont implantés dans 18 maisons de la région. Et j'ai réussi à faire sur mon premier mandat 200 millions d'euros d'économie. Donc ça veut dire qu'il y a des solutions, parce que je partage la nécessité, parce que le transport scolaire, c'est pas du porte-à-porte, mais quasiment. Voilà. Donc il faut connaître que la route elle est en pente, que dans tel territoire elle est en pente ou elle est à côté d'un ruisseau, et donc ça veut dire qu'elle est plus souvent gelée, ainsi de suite. Voilà. Tout ça je connais par cœur, je suis une Pyrénéenne. Voilà. Mais quand vous voulez connaître le terrain, vous mettez en place un dispositif et vous pouvez le faire. Ça s'appelle du volontarisme politique. Et sur la question du transport scolaire, c'est cela la réalité. Sur 13 départements, voilà, j'ai réussi à mettre en place la gratuité des transports scolaires. Et ce n'est pas parce que j'ai eu des dotations supplémentaires. C'est parce que, et je le dis à mes collègues, présidents de département, voilà, je leur dis, voilà, ça a été mieux géré. Voilà, c'est simple, clair et net. Et ça, si vous préférez, sur la question de lutter contre l'enfermement, voilà, parce que l'éducation, ça y participe sur ces sujets-là. Donc après, mais nous sommes ouverts sur d'autres dysfonctionnements qui peuvent être vécus, mais moi je me permets d'insister sur la question de l'économie. Voilà. Moi, quand on voit quand même que l'industrie en France, elle est au même niveau que l'industrie en Grèce, c'était peut-être pas au début, mais je suis une ancienne latiniste helléniste et je suis passionnée par la Grèce. Voilà. Ce pays, j'adore ce pays. Mais quand on me dit que mon pays, la France, a le même niveau d'industrialisation que la Grèce, si vous préférez, je pense quand même qu'il y a un vrai sujet. La Grèce a de nombreuses qualités que j'admire, mais d'être ramené quand même au niveau de l'industrie de la Grèce, si vous préférez, c'est pas quand même, ça n'a jamais brillé de ce côté-là. Par la pensée, la Grèce a brillé, mais pas quand même par le système industriel. Donc nous avons un enjeu. Et si nous continuons à ne pas privilégier la question de la souveraineté, nous aurons des lendemains qui déchantent. Voilà. Donc, et donc, moi, il faut savoir quels sont les objectifs, quelles sont les priorités dans ce pays. Si nous ne reprenons pas notre destin en main, si nous ne sommes pas en capacité d'avoir une souveraineté, bon, et chacun sait que quand je dis souveraineté, c'est certainement pas de se replier sur soi. Je suis pour l'ouverture, je suis pour la rencontre, je suis pour la mondialisation, et je considère que l'autre, quelle que soit sa couleur de peau, est une chance. Voilà. Mais nous devons avoir une reprise en main, et nous devons, en termes économiques, être très volontaristes. Voilà. Et on ne peut pas continuer sur la division. Et juste sur l'économie,
les régions, elles savent aussi bien aider le boucher qui fait sa tournée, c'est-à-dire qu'on finance en Centre-Val de Loire, François, il finance le boucher qui a un camion qui fait la tournée des villages, comme on finance le centre de recherche international d'une entreprise, et ainsi de suite. On sait le faire, il faut avoir de la volonté. Et puis sur la question des finances locales, l'ensemble des présidents de région, nous préférerions avoir une autonomie fiscale qu'une autonomie financière. Parce que la problématique dans ce pays, c'est que l'autonomie financière n'est pas garantie par la Constitution. Contrairement, et ça Franck peut le développer encore mieux que moi, que les Länder allemands. C'est-à-dire que nous avons une autonomie financière qui chaque année est soumise au vote du Parlement. Et nous avons eu quand même, je le rappelle, la désagréable surprise en 2017, les régions, de voir notre dotation d'une année à l'autre de baisser quand même de 500 millions. Quand même. Donc l'année 2017, elle a été compliquée pour nos budgets. Donc nous préférerions avoir une autonomie fiscale. D'ailleurs, c'est dans le livre blanc des régions que nous avions rédigé pour les candidats à la présidentielle, il y a de ça un an, nous l'avions mis. Ce n'est pas la tendance actuelle, puisque les départements l'ont perdu, l'autonomie fiscale. Le bloc communal en garde un peu, mais de façon certes peut-être philosophique, mais surtout de façon responsable, nous pensons, les présidents de région, que quand on dirige, on doit être responsable, et la question de l'impôt est une forme de responsabilité. J'ai été maire, voilà, je menais une politique fiscale et je l'assumais. Voilà, donc, et quand il faut faire des augmentations, on fait des augmentations. Donc moi je pense que même pour la démocratie locale, si vous préférez, c'est une bonne chose d'avoir un impôt local corrélé aux compétences. Parce qu'il y a ce sujet quand même aussi, sans être trop longue, quand les régions, nous investissons massivement sur l'économie. Nous n'en avons aucune retombée. Ce sont les intercommunalités qui l'ont. Voilà, parfois dans les discussions avec mes 150 présidents de Comcom, voilà, quand ils me disent oui, mais voilà, il faut que tu augmentes encore la subvention pour ça, je fais oui, d'accord, mais je dis la fiscalité, c'est qui la reçoit? Je dis les amis. Voilà, je dis, voilà. Pour Olivier Paccaud, peut-être un éclairage, une région qui n'a pas changé. Voilà, pour Olivier Paccaud, un témoignage d'une région qui n'a pas changé de périmètre, même si c'est une grande région, parce qu'en taille, malgré les changements qui se sont faits, on reste dans la moyenne supérieure des régions, la région Centre-Val de Loire. Et je veux dire, de ce point de vue-là, combien je suis d'accord avec ce que vient de dire Carole Delga sur ce que sont les régions, ce qu'elles apportent aujourd'hui à la modernisation de notre pays. Il est des compétences qui, si elles n'étaient pas abordées par les régions, seraient nécessairement portées par l'État dans un retour à la centralisation. Nous sommes le rempart contre une nouvelle centralisation, je le dis avec beaucoup de force. Les sujets économiques que tu as évoqués avec beaucoup de passion ne peuvent pas, si on veut les prendre dans leur globalité, ne peuvent pas être abordés par des mailles qui seraient des mailles plus petites. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas abordées avec ces mailles plus petites, mais elles ne peuvent pas être abordées. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il s'agit de la recherche et du développement, il faut penser les laboratoires, il faut penser les universités. Lorsqu'il s'agit des ressources humaines, il faut penser la mobilité et bien au-delà des Comcom et souvent au-delà des départements. Lorsqu'il s'agit de la mobilisation financière importante, et c'est sur ce point-là, vous y avez fait allusion, qu'il faut créer et renforcer les solidarités et les régulations nationales et interrégionales, il faut véritablement penser à l'échelle des régions. Ce qui m'amène à dire que sur le conseiller territorial, ce n'est pas une histoire de défense, mais je sais par expérience, il y a quelques années que je préside cette région, je sais par expérience que les bonnes solutions sur l'économie, les bonnes solutions sur l'enseignement supérieur, les bonnes solutions sur l'aménagement du territoire en termes de mobilité, ça n'est pas la somme des intérêts locaux. Et lorsque ce sujet il est abordé par la somme des intérêts locaux dans nos hémicycles, et ça arrive, j'appelle mes collègues à travailler avec la vision qui est la vision globale.
en articulant avec les intérêts locaux. Mais si vous partez de la somme des intérêts locaux avec le conseiller territorial, et il ne pourra pas en être autrement, il ne pourra pas en être autrement, je le vois moi, session après session. À ce moment-là, on perdra la force de l'aménagement du territoire et soyez assurés qu'elle sera reprise à un autre niveau et ce sera à nouveau un isolement de la France dans cette vision hyper centralisée, hyper verticale qui nous a fait tant de mal parce qu'on ne peut pas régler les problèmes territoriaux à partir de Paris et seulement à partir de Paris. Je veux insister là-dessus. Regardons quand même, et je laisserai la parole à Franck, regardons quand même le problème de la mobilité. On a quand même eu le rapport Spinetta. Personne n'oserait le dire aujourd'hui, mais il n'y a pas très longtemps, le rapport Spinetta, je me rappelle, j'étais en session, mon cabinet m'apporte une déclaration, et il y avait la liste des régions, des lignes dans ma région qui allaient fermer. Alors que nous demandions la réouverture de lignes de fret, nous demandions la modernisation et la réouverture de lignes de voyageurs. Et donc, il faut tout faire pour que la vitalité de nos territoires, et là-dessus, je crois qu'on est en phase avec vous et avec l'expression constante du président Larcher, la vitalité des territoires doit être un élément qui construit, qui participe à la construction de la vision nationale. Si nous rompons avec cela et si nous affaiblissions les régions, on serait dans une situation particulièrement délétère. Vous avez posé la question des sommes. Si on relie le problème du transport collectif et par la route et par le rail, au problème qui est le problème central aujourd'hui de la lutte contre le réchauffement climatique, on voit bien qu'il y a là un enjeu financier considérable qui nous dépasse et qui nous dépasse tous. Et qu'il faut trouver les modèles financiers de portage de ces investissements sur des durées moyennes et longues, parce que sans quoi on ne sera pas au rendez-vous. Moi, dans ma région, il y a urgence à réouvrir un certain nombre de lignes, parce que la population s'est agrégée de manière différente, et parce qu'aujourd'hui, on a des routes qui sont totalement dangereuses et saturées, que le réflexe, ça peut être faire plus de routes, mais ce serait complètement stupide d'aller ainsi. C'est pourquoi la proposition des RER urbains, etc., il faut la réfléchir et la prendre au sérieux, mais elle est loin de tout couvrir. Réouverture des petites lignes, ouverture de nouvelles lignes, lignes de fret, on vient de faire entre deux régions, la région Normandie et la région Centre-Val de Loire, un accord pour lancer un programme pour le transport sur le rail de l'équivalent de 170 camions par jour entre Orléans, puisqu'on est au centre de la France et qu'on a beaucoup d'enjeux de logistique, et Le Havre. Mais ces sujets-là, il faut que nous les développions à une échelle bien supérieure. Un point sur le ZAN quand même. Un point sur le ZAN. Je veux attirer votre attention, c'est un combat que je mène avec l'ensemble des collectivités territoriales et hier encore, Nadine, dans l'Indre, puisque j'ai animé une réunion sur l'économie, une réunion avec les collectivités territoriales. Je trouve, et je l'ai dit à faux ministre et puis préfète de région, je trouve que le terme, il est particulièrement dangereux. Parce que si on pose ça sur le bureau d'un fonctionnaire de l'État, et je ne remets absolument pas en cause ni sa compétence ni son intégrité, mais si on dit que l'objectif c'est 0, très franchement, des choses bloquées, on va en avoir énormément. Et moi, je suis pour l'objectif. Il faut reconstruire le village sur le village, la ville sur la ville. Il faut qu'on ait des constructions verticales en matière industrielle. Il y a de très beaux exemples à l'extérieur. Inspirons-nous de cela, mais ne posons pas cette histoire. Il faut qu'il y ait une intelligence du projet, de chaque projet qui soit mesuré par l'autorité de l'État qui a un avis à donner, mais n'opposons pas un cadre, même si l'objectif est bon. Attention à ce cadre. On ne peut pas dire ça et en même temps dire réindustrialisation, pousser nos industriels à aller rapatrier des productions qui sont en Asie aujourd'hui, et pour leur dire notre horizon, c'est 0. Juste un mot, si vous permettez, pour terminer peut-être sur le conseiller territorial. Il faut se souvenir que l'idée, elle a 15 ans. Il y a 15 ans, un conseiller départemental, un conseiller régional cofinançaient les mêmes équipements. C'est-à-dire qu'on avait partout des financements croisés. On ne parle plus des financements croisés aujourd'hui, ou quasiment plus. Aujourd'hui, quand on fait de l'économie dans les régions, on est les seuls à faire de l'économie. Quand on fait des transports, on est les seuls à faire du transport. Les départements font autre chose. Ils ont l'univers social qui est un défi énorme. Donc à l'époque, l'idée c'était de se dire, puisque tout le monde finance la même chose et qu'on veut moins d'élus, faisons le conseiller territorial. Sur le papier, c'était séduisant. Et ça pouvait être entendu par la population. Donc moins d'élus, mais demain, moins d'élus, ça veut dire moins de proximité avec les territoires. Et les territoires étant gigantesques, ça veut dire un conseiller, alors que je ne sais pas comment on l'appellera, territorial, qui aura peut-être 250 communes à gérer, il n'y arrivera pas.
Donc on aura une perte de proximité, et je sais que le Sénat est toujours sensible à cette question de la proximité. Et puis deuxièmement, c'est le métier de conseiller régional, le métier entre guillemets de conseiller régional aujourd'hui est très différent de celui d'un conseiller départemental, alors qu'à l'époque, étant donné qu'on cofinançait tous et qu'on apparaissait tous dans le fameux millefeuille, voilà, la loi NOTRe et la loi MATAM sont venues changer complètement l'action des régions d'un côté et l'action des départements de l'autre. Donc pour moi, il n'y a plus le sujet. Un mot, effectivement, pour répondre à la question du sénateur Delcros sur les petites lignes. Je ne suis pas sûr qu'un recensement ait été fait au niveau national, tant ces petites lignes sont importantes. On parle de capillaires, c'est tout dire, de capillaires voyageurs, de capillaires fret. Je vais vous citer un exemple pour mon seul département, et sur la seule question du capillaire fret, pour desservir des coopératives agricoles betteravières, etc., il n'y a même pas un an, SNCF Réseau nous indique 5 mois avant, voilà, on va fermer les lignes 5 mois avant. Ça veut dire qu'on basculait environ 12 à 15 000 camions en lieu et place des trains qui passent, pas tous les jours, mais régulièrement. Sur un seul département, celui de la Marne, 44 millions pour 2 lignes de fret. Donc vous imaginez à l'échelle nationale, compte tenu du réseau qu'on a, sur lesquels on n'a parfois pas investi depuis plus de 100 ans, l'état du ballast, le nombre de passages à niveau, l'état de l'infrastructure, des rails qui ont plus de 100 ans, qui avec le réchauffement climatique entraînent aujourd'hui des déraillements. Donc la somme, elle est en dizaines de milliards pour le seul réseau capillaire. Et je pense que l'exercice n'a jamais été fait au niveau national, tant les sommes sont effrayantes. Moi, je pense que l'avenir de ces petites lignes, c'est probablement un autre modèle de train, plus léger, avec un changement de référentiel de la SNCF. Il se trouve que j'ai visité dans ma région il y a peu de temps, mais je sais qu'il y a d'autres expériences dans d'autres régions, un train beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, qui a une empreinte carbone au kilomètre inférieure de 90% par rapport au train actuel, parce qu'il fonctionne sur des batteries électriques, et que les coûts d'exploitation sont divisés par 5 par rapport au référentiel actuel de la SNCF. Je pense que l'avenir de ces petites lignes, il faut les préserver, parce que je suis intimement persuadé que si on fait le choix de ce que Carole expliquait tout à l'heure, qui est de redevenir les grands spécialistes du transport, mais aussi bien des TGV que du transport de petites lignes, il faut qu'on invente ces trains de demain. Ils fonctionneront en Alsace sur une ou deux lignes expérimentales dans un an et demi exactement. Ce train circulera, il s'appelle le Drési. On va le faire fonctionner pendant un an sans passagers, simplement pour voir s'il fonctionne. Mais par exemple, je vous donne l'exemple de ce type de train, il est avec un pilote à bord, il peut devenir autonome un jour ou l'autre, mais quand on arrive près d'un passage à niveau, il a la capacité de ralentir pour laisser passer les voitures ou passer, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas à refaire tous les passages à niveau, ce qui engendre des coûts sur ces petites lignes qui sont insurmontables pour aucune collectivité et pour l'État. Donc l'avenir de ces petites lignes, il faut le penser autrement. Je pense que si on veut, j'allais dire, donner des signes forts à la ruralité, il faut inventer un autre type de train. Nos industriels sont capables de le faire aujourd'hui, ils travaillent aujourd'hui, et je pense qu'on aura besoin pour le coup de régions fortes pour investir aux côtés de l'État sur cette problématique des transports. Sur le ZAN, je vais prendre encore l'exemple de l'Alsace, on a une sénatrice de l'Alsace qui est présente ici. Un département comme l'Alsace, c'est un département très dense. Ce département ne pourra jamais arriver au ZAN. Pourquoi ? Parce que son développement est tel qu'il n'arrivera pas à compenser l'urbanisation qu'il connaîtra ou qu'il subira. Quand on est à proximité du Sungo, du côté de Saint-Louis, où vous êtes en bordure de la frontière suisse, quand vous êtes à l'Eurométropole de Strasbourg ou ailleurs, vous connaissez un développement économique extrêmement important qu'il va falloir compenser. À l'échelle, à supposer que la région Alsace redevienne une région, à l'échelle d'une région Alsace, l'Alsace est incapable de compenser l'arrivée au ZAN. Si elle ne va pas compenser sur une autre partie de la région, où on a parfois des dizaines de milliers d'hectares de friches qui pourraient retrouver vie ou être renaturés dans l'équilibre du ZAN. Et ça, on a quand même dans notre pays entre 180 000 et 200 000 hectares de friches. C'est considérable. C'est bien plus que ce que nous artificialisons en globalité. Le problème, c'est qu'il faut aller les chercher. Elles ne sont pas forcément à l'endroit où on voudrait faire du développement économique, parce que ces friches, elles sont liées à une crise industrielle qui a vécu, et si on a mis à une époque dans certaines vallées des usines, on ne les mettrait plus dans ces mêmes vallées aujourd'hui. Donc il faut avoir des régions suffisamment grandes
pour que cette organisation du ZAN se fasse, et je rejoins évidemment totalement ce qu'a dit François tout à l'heure sur la maladresse de ce terme qui fait peur à tout le monde. Moi, je suis en plus président des maires de la Marne, puisque je suis encore président de l'agglomération. C'est la question numéro 1 dans toutes nos assemblées, parce que ce terme a fait peur à tout le monde, et tout le monde imaginait que le ZAN, c'était demain matin. La réforme n'a pas été expliquée, les décrets d'application n'ont pas correspondu à l'esprit de la commission mixte permanente, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis on mêlait les projets d'État, une centrale nucléaire, avec un petit lotissement ou une petite zone artisanale. Donc on mettait tout dans le même sac. Et demain, l'installation par l'État d'un centre de retraitement de déchets nucléaires, comme on en a un chez nous, j'allais dire, impacter l'enveloppe régionale de manière considérable. Et on avait le sentiment d'être lésé. Et puis, tous les territoires ruraux avaient le sentiment qu'une fois de plus, je reprends leur expression entre guillemets, c'était les territoires métropolitains qui allaient absorber toute la capacité d'urbanisation au détriment des zones rurales. Donc l'idée, on ne peut qu'y souscrire parce qu'effectivement, les sols ont un rôle extrêmement important dans la séquestration du carbone. Et si on veut arriver en 2050 à la neutralité carbone, il faut aller aux ZAN. Mais la méthode a été désastreuse. Et il est temps de la corriger si on veut entraîner les élus dans cet objectif. Mais effectivement, on sait reconstruire la ville sur la ville, on sait redensifier les cœurs de village, on sait... J'ai vu l'autre jour, dernier exemple que je cite, en Lorraine, dans l'usine qui fabrique les Masters de Renault. C'est une usine qui se trouve à Batilly. Le chef d'entreprise, le chef du site, le responsable du site, a réussi à récupérer 3 hectares sur 16 hectares construits en réorganisant son stockage dans l'entreprise. Et il me dit, avec ça, je vais rapatrier des sous-traitants dans mon entreprise, alors qu'avant, il y avait les transports, etc. Mais je me suis rendu compte qu'avant, on stockait à l'horizontale. Maintenant, on sait stocker à la verticale. Quand on doit chauffer 16 hectares au lieu de 13, ce n'est pas la même chose. Donc, il me dit, moi, l'enjeu énergétique, j'ai dit à mes équipes, regardez, on peut gagner de la place. Et je dégage 3 hectares dans mon entreprise. Donc, ça aussi, c'est du ZAN. Combien d'entreprises ont acheté, dans les années 70, 10 hectares et n'en occupent que 5 aujourd'hui ? Parce qu'on stocke des palettes, on stocke des trucs comme ça. Donc ces espaces, ils existent aujourd'hui. Et je pense que le ZAN, il est aujourd'hui compliqué parce que le projet était mal vendu. Il n'a pas été vendu du tout d'ailleurs, puisqu'en plus on arrivait en période électorale. Il n'a pas été... Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et donc l'idée, elle est louable, mais il faut reprendre la méthode. Il faut reprendre la méthode en lien avec les territoires, parce que sinon on risque d'avoir un rejet, ce qui serait une catastrophe pour l'écologie. Juste sur ce sujet Pardon, merci François. Juste sur ce sujet du ZAN, il faut le mettre en corrélation avec la question des établissements publics fonciers. Parce que là, j'ai pu constater en devenant présidente de Région de France que la relation avec les établissements publics fonciers est très différente d'une région à l'autre. Parce que nous avons en Occitanie une très très bonne relation avec l'établissement public foncier, et donc c'est clairement un bras armé de la région pour la question de la reconquête des friches industrielles. Voilà, des friches tout court, vous savez, ce sont les îlots dans certaines villes qui sont laissés à l'abandon, ainsi de suite. Mais cela, vous voyez, je me suis rendu compte en discutant et en allant sur d'autres régions de France que c'est très variable d'une région à l'autre. Et ça, c'est très dommageable, parce que quand vous avez une vraie politique du foncier menée par la région avec l'EPF, il y a une vraie efficacité pour la question des friches. Ça, c'est vraiment sur les friches commerciales, sur les friches artisanales, sur même le conseil, comme tu l'indiquais, que l'on peut mener, parce que quand vous avez des agences régionales de l'aménagement et de la construction, comme j'ai en Occitanie, moi, mon agence régionale travaille fortement avec l'EPF parce que à la fois, on permet l'achat de friches, et en même temps on donne le conseil pour la reconfiguration. Voilà. Mais cela, en fait, je me suis rendu compte que c'était un écosystème qui était favorable parce que les personnes se connaissaient bien, et ainsi de suite. Dans d'autres régions, quand il n'y a pas cette coopération, il y a une perdition d'efficacité qui est terrible. Et pour aider justement à la réussite du zéro artificialisation nette, qu'il y ait vraiment une prise vraiment en main des EPF par les régions, ça permettrait d'avoir une très grande efficacité. Vraiment. Juste pour clore sur le ZAN, alors je vous encourage à soutenir la proposition de loi du Sénat qui remet, on va dire, un peu
d'intelligence territoriale et surtout d'efficacité, et que cette proposition de loi n'intègre pas les deux éléments que vous avez évoqués qui sont importants, c'est-à-dire le financement par le biais des EPF et l'ingénierie qui est nécessaire pour permettre aux collectivités de définir un projet intelligent. Ça, nous n'avons pas pu le mettre dans la première proposition parce qu'il y avait urgence à permettre de redonner du possible et du faisable sur un texte qui a été, on va dire, interprété d'une manière, on va dire, excessive pour être très aimable, voire détournée de l'esprit du législateur. Je ne serai pas plus longue parce que voilà, cette rencontre nous passionne. On a 3 demandes d'intervention. Il nous reste 10 minutes, je crois. Donc, Patricia Schillinger, Dominique Estrosi-Sassone et Antoine Lefebvre, qui sont des maîtres en matière de contraction d'intervention. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, d'Alsace. Bonjour, Monsieur Franck. Le roi, félicitations aussi pour votre élection. Qui est voilà, on ne s'est pas encore rencontrés, mais je me permets de... oui, je suis là, alors, donc je me permets. Vous avez évoqué justement la mobilité et puis surtout les travaux au niveau ferroviaire, et c'est vrai que cette lenteur est presque insupportable parce qu'on sait que des millions ont été déjà mis en place, mais on ne voit pas les investissements de fait sur des régions comme l'Alsace, puisqu'on sait qu'il y a plus de 750 millions qui devraient être investis sur les petites lignes, et il y a des attentes sur des lignes comme Colmar-Fribourg ou Bolvillers-Guebwiller, et c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait plus d'engagement vers la mobilité, et on en a besoin. Vous avez rappelé que l'Alsace est un deux petits départements qui sont très denses et où les transports vraiment pèsent sur les citoyens. Et donc, effectivement, comment travailler mieux en niveau général, au niveau national, de tous ces investissements, avoir au moins des projets sur 20 ou 15 ans, mais que ces projets soient réalisés et pas à chaque fois une mandature, on dit oui, ce sera fait, puis le mandat d'après, ce sera toujours pas fait. L'harmonisation. Je vais revenir aussi sur l'harmonisation des taxes poids lourds. Vous savez que depuis le 1er juillet de l'année dernière, les routes nationales allemandes, les poids lourds sont taxés et ils vont avoir un gain de plus de 2 milliards d'euros. Comment aussi travailler avec toutes les régions en ayant une harmonisation? Je crois qu'aujourd'hui, les régions, elles font plein de choses, mais elles font souvent des choses aussi seules et on ne voit pas cette harmonisation qui est importante au niveau des transports, mais il y a d'autres, je pourrais évoquer plusieurs sujets, mais il est important de trouver vraiment ce travail d'efficacité au niveau national, mais au-delà de ça, européen. Je sais qu'en Alsace, il y a une taxe poids lourd qui va être prévue, mais c'est vrai que ça chagrine un peu que ce soit que que 2 départements, la CEA, travaillent dessus. Il faudrait vraiment... Aujourd'hui, on bouge beaucoup, donc voilà ma question d'harmonisation. Contraindre ainsi. Cher Dominique Estrosi-Sassone, nous partons vers le sud. Merci Françoise, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents. Moi, je voudrais vous interroger sur la question de la décentralisation et de la déconcentration des politiques du logement et de l'habitat. Alors certes, ça ne relève pas directement de vos compétences, puisque ces compétences, elles sont plus aux intercommunalités, voire aux départements, mais les régions ont la compétence de l'aménagement du territoire, et donc je pense que c'est important aussi de relier ces politiques. Vous savez que la loi 3DS a créé des autorités organisatrices de l'habitat, qui vise à permettre justement à donner aux collectivités la capacité locale d'ajustement des différents dispositifs concernant le logement dans leur territoire. Aujourd'hui, comment est-ce que vous envisageriez ce contenu de ces AOH au travers des dispositifs justement en lien avec les politiques du logement? Et on a besoin aussi que demain, si ces autorités organisatrices de l'habitat puissent véritablement jouer leur rôle, puissent bénéficier de financements dédiés, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Et on réfléchit fortement à l'instar des autorités organisatrices de transport. Est-ce que là-dessus, vous avez des informations et des jugements à pouvoir m'apporter, s'il vous plaît?
Dernière question pour l'Aisne. Antoine on remonte dans le nord, mais frontalier du Grand Est et de la Belgique. En fait, Madame la Présidente, beaucoup de questions ont été évoquées. Moi, je voulais simplement faire un commentaire et remercier Franck Leroy justement sur son éclairage par rapport à la question que j'avais sur le conseiller territorial. Je pense qu'il y a des choses à creuser dans ce qu'il nous a partagé comme expérience, avec notamment cette prise en compte des compétences dédiées. On n'est plus en compétences partagées, donc je pense qu'il faut qu'on en tienne compte si on veut garder justement cette notion de proximité qui nous est chère ici au Sénat. Et puis aussi, mais ça je pense qu'on est bien en phase avec Région de France, Madame la Présidente, sur la position équilibrée que vous avez exprimée par rapport aux ânes. Plusieurs exemples ont été donnés, donc je ne vais pas être plus long. Moi, j'avais simplement, Madame la Présidente, vous avez évoqué des solutions sur la fin des concessions autoroutières. Est-ce que vous pouvez rapidement préciser un peu ce que vous entrevoyez dans ce domaine, parce que je pense qu'il y a aussi quelques gisements de ce côté. Merci. Les réponses. Je laisserai Franck répondre sur la taxe sur les poids lourds. Voilà. C'est toi, Françoise, qui me... Mais oui, mais voilà, c'est... Tout arrive. Mais tu ne vas pas commencer à être dictatrice maintenant. Donc, sur les autorités organisatrices de l'habitat, nous n'avons pas d'informations assez récentes. Nous sommes majoritairement, les présidents de région, plutôt favorables sur la politique du logement pour le niveau intercommunal, pour pouvoir avoir une vraie réactivité. Là, il faut, parce que certaines de vos collègues au Sénat envisageaient que ce soit plutôt les régions, et je leur ai indiqué que ce ne nous semblait pas pertinent sur ce sujet où il y a quand même de grands besoins, vraiment. Donc, mais l'habitat, c'est encore différent du logement. Et nous n'avons pas d'informations sur ce sujet, mais en effet, si on veut qu'il y ait un vrai travail sur le logement, sur toutes les aménités, tous les services qui sont amenés autour et qui constituent donc l'habitat, il faut à ce moment-là, si on doit avoir une coordination, il faut qu'il y ait un financement. Et sur ce sujet, de façon récente, nous n'avons aucune indication. Donc, Philippe, je ne pense pas que... Oui, mais juste, voilà, c'est vrai que nous, sur ce sujet-là, ce qu'on a fait remonter au ministère, c'est que vraiment, on était attachés à ce qu'il y ait une évolution sur la gouvernance des EPF et que ça puisse être vraiment, j'aime le terme, des bras armés de la région, parce que quand il y a, on va dire, une dissonance entre la région et les EPF, c'est terrible sur la perte d'efficacité. Voilà, donc vraiment... Oui, mais c'est vrai que sur la question de l'autorité organisatrice de l'habitat permettrait également d'avoir une liaison sur l'habitat des jeunes, comme le souffle François, également sur le logement des saisonniers. Ça, c'est un sujet aussi que nous avons, mais nous récemment, nous n'avons pas été consultés sur des réflexions qui sont portées et sur les concessions autoroutières. Donc, nous avons la fin des concessions autoroutières, c'est quand même une manne financière substantielle, c'est 3 milliards par an, et je pense qu'on doit revoir complètement ces contrats et qu'il y ait une réorientation de crédit pour les mobilités propres. Et quand j'indique cela, bien sûr il y a le ferroviaire, mais pas uniquement, parce que j'ai beaucoup développé le ferroviaire, mais les régions mènent aussi des politiques d'aide pour l'achat de véhicules individuels propres, parce que nous développons le rail quand c'est possible, mais il y a certains territoires où la voiture est la seule solution. Et donc là, il est nécessaire également d'avoir des efforts qui soient significatifs pour permettre à des personnes de milieu modeste d'acheter des véhicules électriques qui sont quand même objectivement encore d'un coût élevé. Voilà. Oui, je complète juste d'un mot sur les péages. Ces péages s'arrêtent vers 2031-2032.
et leur niveau va s'effondrer. Parce qu'en fait, étant donné qu'ils amortissaient les travaux de nouvelles autoroutes créées et qu'il n'y a plus d'autoroutes créées, l'obligation que nous avons, c'est normalement de faire fondre le niveau des péages juste pour l'entretien des autoroutes. Or, nous considérons que ce serait une erreur que de baisser le niveau des sondages. Autant utiliser cette différence pour investir dans les infrastructures. Parce que là, pour le coup, ça ne coûtera pas 1 centime de plus aux usagers de l'autoroute, mais pour le coup, c'est une manne considérable qui pourrait être utilisée ou vers des mobilités alternatives, comme l'évoque Carole à l'instant, ou tout simplement pour entretenir les lignes ferroviaires, etc. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'il faut penser le transport dans sa globalité. Parce que parfois, c'est un produit du transport routier qui va servir à financer le rail. Et quand on est dans une logique de diminution de l'empreinte carbone, il va de soi qu'on a intérêt à favoriser le rail. Je réponds très rapidement à la sénatrice Patricia. L'investissement en Alsace sur les infrastructures, depuis que la région Grand Est existe par rapport à l'Alsace, sur un exercice complet des deux côtés, c'est 74% de plus. Et pourtant, on est loin du compte. C'est-à-dire que le besoin en termes de financement de ferroviaire, mais il est gigantesque. C'est pour ça que les 100 milliards annoncés sont très en dessous du besoin réel. C'est un effort qu'on a noté parce qu'effectivement, ça change de la dimension de l'investissement d'État, mais on est encore très en dessous de ce qu'il faudrait faire. L'Italie met 180 milliards d'euros sur la table. Donc, on est encore très en dessous. Donc là, on a augmenté, nous, notre financement sur la seule Alsace de 74%. Et pour la petite histoire, si vous me permettez, l'Alsace s'était mise en difficulté financièrement lorsqu'elle existait, parce qu'elle avait financé ses trains, et l'Alsace a toujours été une région assez exemplaire en matière ferroviaire, par du crédit bail, etc., qui faisait que c'était la deuxième région la plus endettée de France, à cause du portage du ferroviaire. Aujourd'hui, nous sommes, le Grand Est, la deuxième région la moins endettée de France, parce que notre surface financière nous a permis de supporter des investissements qui ont profité à l'Alsace, mais aux autres territoires également. Et ça change tout. Donc ça revient un petit peu au sujet des grandes régions. C'est que les grandes régions ont une influence. Quand on discute, je représente une région depuis quelques semaines qui pèse 5,5 millions d'habitants. Le président de la SNCF me regarde autrement que si je pesais 1 million d'habitants ou 1,5 million d'habitants. Le rapport de force a changé. Aujourd'hui, il est obligé de faire avec les présidents de région. Avant, nos présidents de région précédents étaient souvent considérés comme quantité négligeable parce qu'ils ne pesaient pas grand-chose face à la SNCF. Et la SNCF est quand même un État dans l'État, vous le savez tous. C'est 3 milliards par an. Hein. C'est de l'ordre. Okay. Alors, bon, c'est peut-être 3,5 milliards, c'est peut-être du 0,8, mais c'est de l'ordre de 3 milliards d'euros par an. Madame la Présidente, juste 2 mots. Vous avez le droit. Vous allez être interpellé dans vos travaux par une réforme qui est celle de France Travail. Absolument. On mène ce dossier avec Carole avec beaucoup de passion pour faire en sorte qu'au détour de cette loi, nous n'ayons pas une reverticalisation et nous n'ayons pas de confusion entre l'autorité qui organise en la matière, qui doit être une autorité politique, et l'autorité qui exécute. On ne veut pas d'un France Travail qui serait demain à la fois la structure qui dit ce qui doit être et qui a la prétention de faire. Soyez attentifs à ça. Les régions ont marqué beaucoup de points sur le secteur de la formation professionnelle. On doit rester vraiment en visibilité. Et le deuxième point, le sujet de la santé, Carole l'a évoqué rapidement. Nous sommes preneurs de discussions à tous les niveaux pour prendre notre part. On sait aujourd'hui la difficulté du sujet. Il est absolument incontournable. On va vers une catastrophe entre l'augmentation du besoin avec le vieillissement et la chute des effectifs de médecins. Il faut des réformes, il faut de la formation. On est preneurs pour être plus encore considérés dans les réflexions qui vont accoucher, nous l'espérons, de solutions urgentes. Merci, Monsieur le Président, pour ces 2 messages complémentaires que nous n'avons pas eu le temps de traiter, mais vous savez nous partageons la même préoccupation et la même vision avec le Sénat, et c'est très important qu'ici on puisse, entre guillemets, contaminer les esprits sur ce que vous disiez autour de France Travail, parce que c'est un vrai sujet.
et un sujet de cohérence. C'est-à-dire comment on fabrique l'efficacité de l'action publique. Il faut qu'on sorte de nos silos et de cette vision centralisée. Alors je suis vraiment navrée de devoir conclure parce que nous avons un autre intervenant. Je voulais vous dire vraiment l'intérêt qui a été le nôtre de vous entendre et d'échanger. La conversation que nous devons poursuivre sur des thèmes qui sont au cœur de la vie des territoires. Et brièvement, je voudrais vous dire, alors c'est ma conviction personnelle, mais je ne doute pas qu'ici elle soit partagée, parce que nous sommes la Chambre des territoires et qu'ici nous sommes tous encore des élus locaux et avons été membres d'exécutifs. Nous portons, mais vraiment chevillés au corps, la conviction que c'est la vitalité des territoires qui va faire le dynamisme de la France. Ça n'enlève rien à l'exigence d'un État fort régalien. Naturellement, ne nous méprenons pas. Et que, sincèrement, moi je suis convaincue que les régions sont aujourd'hui des acteurs majeurs du dynamisme et de la renaissance économique de nos territoires et partout, ce qui veut dire que c'est ainsi qu'on désenclavera, parce que vous avez une taille. Moi, je suis de Bretagne. Nous sommes à 4, mais nous sommes pas mal. Madame la Présidente, voilà, vous le savez bien. Bon, voilà. Bon, et que moi, je suis toujours sur les tailles. Je ne pense pas que l'efficacité vient de la taille, mais que changer tout le temps, ça... Bref, je vais revenir sur mon propos. Je pense que la force que vous avez, c'est votre capacité à agir, mais surtout le fait que vous êtes des gens de conviction, on l'a vu, et que vous êtes attachés à vos territoires et que vous avez la capacité unique, mais c'est bien ça le levier du développement, une capacité unique à fédérer tous les acteurs, au lieu de décider depuis Paris que dans tel endroit on fera ça, et qu'on sait que la réussite, elle vient de cette capacité à fédérer et à emmener. Donc vraiment, mille merci de cet échange remarquable et passionnant que je souhaite que nous continuions à entretenir, et nous sommes vraiment preneurs de vos contributions que nous lisons attentivement. Merci vraiment, et puis nous comptons sur vous. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci. Chers amis, nous attendons quelqu'un qui va nous aider à réfléchir, Martial Foucault qui est déjà là, et nous allons parler du blues des mères, mais le blues des mères est un titre qui ne doit pas nous affoler parce que c'est plein d'espérance aussi. Voilà. Merci.